Le jeudi 26 mai 2022, Armando Baron, âgé de 32 ans, a été reconnu coupable du meurtre de Jonathan Emerald, un jeune homme de 25 ans. Ce crime brutal, motivé par une jalousie extrême, s'est déroulé dans un parc isolé du New Hampshire, près de la frontière du Massachusetts. L'horreur ne s'est pas limitée à un coup de feu. Armando a forcé sa propre femme à décapiter le corps de la victime. Au cours du procès, l'accusation a présenté la jalousie aveugle et implacable comme le motif principal de cet acte mortel. Armando avait découvert des messages sur Snapchat entre son épouse, Brittany Baron, et Jonathan, un collègue de travail. Sous serment, Brittany Baron a témoigné de l'emprise de son mari. Elle a raconté comment Armando l'avait battu, menacé, puis forcé à prendre la vie de Jonathan. Face à l'ordre de tirer sur Jonathan, elle a exprimé son refus, affirmant qu'elle en était incapable. Armando l'a ensuite contrainte à se tenir sur la gorge de Jonathan. Brittany a décrit les efforts désespérés de Jonathan pour respirer. Jonathan a supplié pour sa vie et celle de Brittany, promettant de ne jamais plus la voir ni lui parler. Mais Armando est resté insensible. Il a demandé à Jonathan, en le regardant, « Regarde-la, tu la trouves toujours belle ?» Ce à quoi Jonathan a répondu, « Oui, je la trouve. » Le mariage entre Brittany et Armando Baron, qui avaient grandi ensemble à Las Cruces, au Nouveau-Mexique, avait débuté sous la pression de la mère très religieuse d'Armando. Ils se sont mariés jeunes, en 2007, et ont eu 3 enfants. La famille a déménagé à Jaffrey, dans le New Hampshire, où Brittany travaillait à temps plein comme opératrice de machine chez Telflex Medical, tandis qu'Armando restait à la maison. Des signes de dysfonctionnement étaient apparents. Armando n'avait pas de compte bancaire ni de véhicule à son nom, et son parcours professionnel était irrégulier. Il avait déserté l'armée américaine, une faute grave qui l'avait conduit à une libération sous conditions autres qu'honorables. En 2020, leur mariage était en crise. Brittany a rapporté qu'Armando l'avait trompé et agressé physiquement à plusieurs reprises. Le 12 septembre, elle a demandé le divorce, ce à quoi Armando a répondu par un coup de poing au visage. Une semaine plus tard, le 19 septembre, il a fouillé le téléphone de Brittany et a découvert des messages coquins sur Snapchat avec Jonathan et Emerald. Brittany a expliqué aux enquêteurs qu'elle communiquait avec Jonathan via Facebook, puis par SMS et enfin sur Snapchat. Elle se déconnectait de son téléphone pour éviter qu'Armando ne voie ses conversations avec un autre homme. Elle a rencontré Jonathan une fois en dehors du travail, dans un parc de Peterborough, pour parler du travail. Elle lui a clairement dit qu'elle ne pouvait lui offrir qu'une amitié, bien qu'elle voie un potentiel pour une relation. Elle lui avait aussi dit qu'elle avait demandé le divorce à Armando. Jonathan, qu'elle décrivait comme très gentil, doux et drôle en dehors du travail, l'avait ramené à Telflex. À la fin de cette rencontre, devant l'entrée des employés, une zone discrète, elle l'a embrassé, un petit bisou qui l'a gêné. 2 jours plus tard, un vendredi matin, ils se sont embrassés une seconde fois, un baiser plus long, dans la voiture de Jonathan, pendant une pause au travail. Peu après ces événements, Jonathan Emerald a été porté disparu le lundi 21 septembre. Sa mère, inquiète de son absence au travail et de son silence, a contacté la police, qui a trouvé sa maison vide et sa Subaru Impreza disparue. Telflex a confirmé l'absence de Jonathan. Parallèlement, Brittany Baron, également employée chez Telflex, avait démissionné le même matin, ce qui a alerté les enquêteurs. Des rumeurs d'une relation entre Brittany et Jonathan, malgré le mariage de Brittany, ont orienté les recherches vers Jaffrey, au domicile des Barons. La mère d'Armando a informé la police que le couple était parti en randonnée et qu'elle gardait leurs enfants. Plus tard, en revenant à la maison des Barons, les policiers ont trouvé Armando. Il a affirmé n'avoir pas vu Brittany depuis le dimanche 2 heures du matin, déclarant qu'elle était partie camper. Il aurait dû s'être éloigné jusqu'à Errol à cause de ses problèmes conjugaux. Cependant, des messages de Brittany à une amie indiquaient qu'elle prévoyait de repartir à zéro au Nouveau-Mexique et qu'elle avait déjà pris un nouveau travail, tout en demandant de l'espace par rapport à Armando. Elle restait évasive sur sa localisation. Près d'une journée après la disparition de Jonathan, 2 chasseurs ont découvert une tente suspecte dans le Wayzid Park. Une femme, Brittany Baron, en est sortie. Les chasseurs ont remarqué qu'elle semblait cacher quelque chose. Ils ont signalé une violation des règles du parc. 2 agents de la pêche et de la faune ont ensuite trouvé Brittany sur le site, avec un pistolet à la taille et une bâche marron recouverte de branches. Des marques de traînée menaient à une autre bâche, cette fois en forme de corps humain. Brittany a été arrêtée et a murmuré « Je suis dans de gros ennuis ». Sous la première bâche se trouvait la Subaru de Jonathan. Sous la seconde, un corps humain décapité. Au poste de police, Brittany a commencé à détailler le complot d'Armando.
Elle a raconté comment il avait utilisé son téléphone pour attirer Jonathan dans le parc. Elle a décrit une agression violente où Armando l'a frappé, puis a forcé Britney à lui marcher sur le visage, tout en ignorant les supplications de Jonathan. Après que Jonathan eut dit à Armando qu'il trouvait toujours Britney belle, Armando l'a forcé, la tête la première, dans le coffre de sa propre voiture. Les derniers mots de Jonathan auraient été « Je croyais que tu allais me laisser vivre ». Armando a alors tiré 3 balles sur Jonathan, déclarant « Oui, ça veut dire nous deux, menteurs ». Les autorités ont rapidement obtenu un mandat d'arrêt contre Armando pour agression domestique et, craignant pour la sécurité de sa fille, ont émis une alerte. Armando a été localisé par son téléphone, se dirigeant vers le nord. Il a refusé de se présenter au poste de police, prétendant qu'il campait et ne voulait pas que sa fille le voie parler à la police. Le 23 septembre, la Jeep d'Armando a été retrouvée abandonnée. Le lendemain matin, une perquisition au domicile des Barons a révélé l'absence d'un autre véhicule, un Toyota Tundra doré, appartenant au petit ami de la mère d'Armando. Le camion a été localisé et Armando a été arrêté au volant avec sa fille. La police a découvert dans le véhicule des sacs de terreau, du ciment, une pelle et une bâche bleue, mais aucune épicerie. Des éraflures et du sang séché étaient visibles sur son poignet et son avant-bras. Plus tard, Britney a mené la police à Weside Park, où ils ont retrouvé les effets personnels de Jonathan et le lieu d'inhumation peu profond de sa tête. L'autopsie de Jonathan a confirmé les blessures au visage et dans la bouche, ainsi qu'une empreinte de chaussure sur sa tête, corroborant le récit de Britney. La cause du décès a été confirmée comme une blessure par balle à la tête, classée comme homicide. Le même jour, Britney Baron a été arrêtée pour son rôle dans la mort de Jonathan, mais pas pour meurtre. Elle a plaidé coupable à 3 chefs de falsification de preuves matérielles, nettoyage du véhicule de Jonathan, enveloppement du corps et décapitation, ainsi qu'à des accusations d'abus de cadavres. En échange de sa coopération et de son témoignage, elle a bénéficié d'un accord de plaidoyer et a été libérée de prison. Elle n'a pas été inculpée d'agression, de strangulation ou de meurtre de Jonathan. Lors de leur déclaration liminaire, les procureurs ont présenté Armando comme un mari contrôlant qui a orchestré le meurtre de Jonathan par jalousie et l'a forcé sa femme à couvrir le crime. Ils ont montré des photos des blessures de Britney et des diagrammes de l'autopsie de Jonathan, soulignant qu'Armando, lui, n'avait aucune blessure. La défense, quant à elle, a suggéré que Britney était la véritable meurtrière, arguant qu'elle avait un mobile, qu'elle avait menti et qu'Armando n'était pas présent au moment du meurtre. Après des jours de témoignages émouvants et de preuves graphiques, le jury a rendu son verdict en seulement 3 heures. Armando Baron a été déclaré coupable de meurtre au premier degré et d'enlèvement, ainsi que d'autres chefs d'accusation connexes. Le lendemain, Armando Baron a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour meurtre au premier degré, avec une peine supplémentaire de 45 à 135 ans pour les charges connexes. Avant la fin de la sentence, Kenny Emerald, le père de Jonathan, a prononcé une déclaration émouvante et directe devant la cour, qualifiant Armando de meurtrier, de boucher et de lâche, et exprimant le souhait qu'il pourrisse en prison. Après la condamnation d'Armando Baron, l'affaire a continué à résonner, non seulement pour les familles impliquées, mais aussi pour le public. La sentence de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour meurtre au premier degré, accompagnée de peines supplémentaires pour enlèvement et sollicitation criminelle, a marqué la fin d'un chapitre pour le système judiciaire. Cette sentence garantissait qu'Armando Baron passerait le reste de sa vie derrière les barreaux, indépendamment de toute autre circonstance. Le procès a mis en lumière la complexité des dynamiques de violence domestique et l'impact dévastateur de la jalousie extrême. Le témoignage de Britney Baron, bien que controversé en raison de son propre rôle dans l'affaire, a été central pour la condamnation d'Armando. Sa décision de coopérer avec l'accusation, en échange d'une réduction des chefs d'accusation contre elle, a été un élément déterminant. Pour la famille de Jonathan Emerald, le verdict a apporté une forme de clôture, bien que la douleur de la perte reste immuable. Le témoignage du père de Jonathan, Kenny Emerald, a rappelé à tous la vie qui avait été brutalement volée et l'impact irréversible de cet acte de violence. Ces mots, prononcés avec une dignité poignante, ont souligné la cruauté de l'acte et l'absence de remords apparents d'Armando Baron. L'affaire Armando Baron est devenue un cas d'étude dans les annales du crime, illustrant comment des tensions personnelles peuvent dégénérer en une violence inimaginable. Elle a également mis en évidence les défis auxquels sont confrontées les victimes de violences conjugales, souvent prises au piège dans des cycles de peur et de manipulation. La recherche de la justice dans des affaires aussi complexes, où les lignes entre victimes et complices peuvent sembler floues, reste un défi constant pour le système juridique.